Bonjour à tous, on se retrouve pour l'émission rugby de la First Team. Ça y est, c'est l'heure de Bureau Ovale. Et aujourd'hui, la composition, vous allez le voir sur un plan large, a un peu changé. Mais ne vous inquiétez pas, on va vous présenter tout le monde. On commence par ceux que vous connaissez déjà, à commencer par mon Emeric. Ça va, Emeric? Bah ça va bien, Joseph. J'ai un petit conseil à donner à tout le monde. Quand tu t'endors au soleil, retire ta montre. Voilà. Je sais pas si on peut voir bien, mais Cata. il y a un délire. Il y a un vrai délire. Voilà. Retirez votre montre, c'est juste ça, les gars. Donc voilà, premier petit conseil, petit tips du Bureau Ovale. Comment ça va, Lucas? Ça va très bien, écoute, moi j'ai un autre conseil, c'est quand tu t'endors au soleil, mets de la crème solaire. On le voit pas, mais j'en ai aussi. Ça commence dans les petits tips des gars qui habitent à Paris, qui n'ont plus du tout l'habitude du soleil. On peut faire du rugby et de la beauté en même temps, voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Troisième personne à présenter, c'est Alexandre Priam, qui était déjà de notre première émission Bureau Ovale, exact. Qui tous les week-ends est en direct sur Sud Radio. Exactement, sur Sud Radio tous les week-ends de l'année. Et on est sorti d'un week-end de phase finale avec le top 14 et le match d'accession pour le top 14 aussi. Et qui à partir de l'année prochaine d'ailleurs recommencera les directs Pro D2. On relance la Pro D2. Voilà. Allez, parce qu'on se rend compte quand même que c'est probablement le plus beau championnat du monde. Donc voilà, rien de moins. Est-ce que c'est mieux que la Fédérale 1? Ah, c'est différent. Bon, on va voir ça. En tout cas, on a un joueur de Fédérale 1 avec nous, c'est Fabien Doré. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Fabien. Merci de m'accueillir et je suis très heureux d'être là pour cette émission. T'as l'honneur de Rouen-Normandie, voilà, comme c'est écrit sur le synthé. Et les gars, quand même, je veux que ça applaudisse parce que. Champion. Pourquoi? Champion. Parce que Fabien est champion de Fédérale 1. Voilà, oui. Champion de Fédérale 1. Ouais. Et voilà, il a gagné le trophée Jean Prat. On va le découvrir avec son CV. Qui est Fabien Doré? Voilà, pour savoir un peu qui est-il, Fabien Doré. Voilà, il a été formé, passé par Montpellier. Exactement. Et qui après est passé par Aubenas, par Albi et par Rouen. Et oui, un joueur a été à Albi et à Rouen. Voilà, pour ceux qui savent, il y a eu un match complètement fou. Et tu joueras en Pro D2 parce que voilà, t'es champion en plus. Gagnant du trophée Jean Prat, c'est quand même fort. On va en parler dans les news. Tous ensemble, nous allons bien évidemment débriefer quand vous commencez à découvrir ces magnifiques images. On va les découvrir encore plus tout à l'heure, vous allez voir. On va débriefer les phases finales de Top 14. Dans le focus, on va aussi se demander quelle a été l'équipe la plus décevante de la saison en Top 14. Bon voilà, ça va être un peu sanglant, mais il faut se poser un peu les bonnes questions. Et avant tout ça, Fabien, sache que dans Bureau Ovale, on commence toujours avec les news, donc on peut pouvoir y aller pour les news. C'est parti. Et voilà, donc Rouen est champion de Fédérale 1 avec cette victoire contre Valence Roman en finale. C'était le trophée Jean Prat qui était en jeu. Alors c'est un titre honorifique pour ceux qui ne savent pas, parce que les deux équipes savaient qu'elles joueraient déjà en Pro D2 la saison prochaine. Et avant ça, vous aviez battu Blagnac. Parce que non, vous aviez battu Albi dans un match qui était assez chaud. On va découvrir. C'est le match retour, je crois, qui était un peu chaud. Le match retour qui était assez chaud. Bon, Fabien, vous aviez perdu contre Bourg l'année dernière. Exactement. Qu'est-ce qui a changé cette saison pour que enfin vous alliez en Pro D2? Ce qui a changé, c'est notamment l'apport de certains joueurs grâce à un recrutement ciblé. On a notamment eu des joueurs des îles, mais qui sont rompus aux exigences du championnat français, qui ont joué en Top 14 Pro D2, comme Moji Ratuvou, qui a joué à Lyon, à Pau, comme Malaka Eradikedike, qui a fait la plupart de sa carrière à Brive. On a eu aussi Josepha de Molailai, qui a joué à Carcassonne, à Pau. C'est l'orthophoniste qui est contente. Exactement, ouais. Donc on a eu l'apport de ce type de joueur-là. Matty James également, qui a fait la plupart de sa carrière à Mont-de-Marsan. Donc c'est des joueurs qui nous amenaient leur expérience, leur sérénité et leur niveau également. Et ce qui nous a également aidé cette année, c'est bien sûr l'expérience de la saison passée, où on avait été pris dans l'engagement et dans l'intensité contre Bourg-en-Bresse. Et là, on a su mieux se préparer peut-être et avoir la niaque pour aller chercher cette montée. Un bon mélange avec des jeunes notamment, parce qu'il y a eu l'explosion de Gabin Villière, entre autres, on l'a vu avec l'équipe de France 7. Donc je pense que l'osmose entre l'expérience et les jeunes joueurs, ça a bien marché aussi. Alex, tu as quelques chiffres sur Rouen-Normandie pour nous présenter un peu cette équipe? La saison, elle est dingue quand même. Une seule défaite pour 21 victoires, 102 points gagnés sur 110 possibles. De la merde. C'est de la merde, ça. Il faut se rendre compte, ça fait 4,6 points de moyenne par match. Non mais j'ai calculé un peu le score moyen, c'est 36-12. Alors
on se dit 36-12, c'est malgré tout assez serré. Il y a eu quand même des équipes qui doivent encore pleurer aujourd'hui. Je pense à Niort qui a pris un 57-3, Saint-Médard qui a fait 54-5 et 63-0 derrière. Bergerac 64-7, Langon qui a fait 45-6 à Langon, vous aviez été cool. Et puis derrière à domicile, vous leur mettez 74-14. Mon Dieu. Comme ça, c'est sympathique. Ça dégoûte. Et finalement, ça se posait la question. C'est toute la fédérale vous voulez que vous montiez, comme ça, voilà. Ils étaient tous débarrassés de vous. Et maintenant, ils vous regarderont en Pro D2, mais c'est ils sont vrai tranquilles. que les chiffres paraissent gros, mais on a quand même eu des joueurs vaillants en face de nous. Mais c'est vrai que c'était un peu déséquilibré parce que nous, on s'entraîne tous les jours, on est salariés, et eux, pour la plupart, ce sont des passionnés qui viennent après leur travail et leurs contraintes respectives dans leur club. Donc on n'a jamais trop fêté ce genre de victoire et on a essayé surtout toujours de respecter l'adversaire et ce beau sport qu'est le rugby. Cette photo-là, c'était après la victoire contre Albi, tu me disais avant l'émission. Et cette victoire contre Albi qui a donné lieu à une grosse polémique. Alors toi en plus, c'est particulier parce que tu es passé par Albi. Totalement. Tu es arrivé à Rouen. Est-ce que ça t'emmerde un peu que cette victoire, il y a eu cette polémique-là ou même qu'on minimise votre victoire? polémique? Oui, d'ailleurs, je trouve que la polémique, elle prend des proportions démesurées. Nous, on s'est pas plaint après le match aller quand, sur l'essai de Vincent Calas, Thibaut Bisman part hors jeu, le numéro 9. Voilà, on s'en est pas plaint et je trouve que ça prend des proportions démesurées. Pour avoir joué à Albi et pour connaître les supporters, je comprends leur déception. Après, la vindicte populaire sur les réseaux sociaux, c'est une autre chose et je pense qu'il faudrait un peu remettre les choses dans leur contexte et respecter les individus et les gens. Voilà. On a critiqué l'arbitrage de Laurent Cardona sur le match retour du côté d'Albi, mais le problème aussi c'est qu'Albi, sans la montée en Pro D2, Albi est en danger en fait, a du mal à boucler un budget pour repartir en Fédéral 1 et j'ai rien contre Albi, mais ça reste malgré tout un souci, c'est-à-dire que si vous êtes en phase finale et que vous ne préparez pas un budget viable pour la Fédéral 1, mais seulement un budget en cas de montée, c'est pas cohérent. On peut pas faire ça aujourd'hui dans ce monde-là qu'est le rugby. En gros, c'était du one-shot. C'était soit ça montait à Albi et les sociétés et les entreprises restaient avec eux, soit ça montait pas et là, ils sont clairement en danger. Il y a sur Internet des possibilités d'aider encore le club d'Albi. Donc sur les réseaux sociaux, essayez, voilà, si vous aimez Ils ont fait une cagnotte. Voilà, ils ont fait des cagnottes, etc. parce que le club est à ce point-là en danger. On va découvrir une photo quand même de toi avec le trophée et avec l'autre talonneur. Exactement. Bon voilà, il est honorifique ce trophée, mais il est quand même. il est pas honorifique. Champion quand t'es champion, Non, t'es oui, champion. mais non, mais pour dire que la finale, en finale, les deux équipes savaient déjà qu'elles allaient monter. L'année prochaine, contre des équipes comme Grenoble par exemple, est-ce que tu penses que Rouen peut jouer la montée, par exemple comme Vannes qui était monté directement? Alors Vannes a une progression linéaire assez incroyable. C'est vraiment l'exemple sur lequel on souhaite s'appuyer. D'autant plus qu'il représente également un bastion pas forcément traditionnel du rugby qui est la Bretagne. Nous en Normandie, on est les seuls à jouer à ce niveau-là. Là, ça va s'annoncer chaud les matchs là. Voilà. Normandie, Bretagne. Le derby, il y aura quand même 5 heures de route entre les deux villes, mais Le derby au Mont-Saint-Michel, voilà. Pour le coup, oui, Vannes est notre exemple, mais on va essayer d'y aller progressivement. Déjà, se maintenir, ce sera une très belle opération pour notre club. Donc voilà, après la deuxième news, c'est Brive. Brive qui monte, ça y est, qui remonte en top 14. Lucas, dans un match qui était serré, mais voilà, Brive passe. Brive passe, c'est beau, faut le souligner, parce que c'est l'équipe qui est descendue en top 14 la saison dernière et qui remonte directement, donc qui a fait qu'une seule saison en Pro D2. Et surtout, c'est une équipe qui a perdu une finale il y a une semaine et qui a réussi à rebondir après sa finale pour battre Grenoble, une équipe de top 14, un rang au-dessus, et se qualifier pour la saison prochaine, monter. C'est beau, c'est la deuxième fois que ça arrive qu'une équipe de Pro D2 bat l'équipe de top 14. En 2 éditions. Ironie du sort, c'était Grenoble la saison dernière, ils se sont mis un peu dans la peau du vaincu cette saison. Mais non, franchement, c'est solide. Après, voilà, Brive, ils ont eu la chance d'avoir des essais refusés contre eux pendant ce match, notamment en première période. Et comme depuis quelques matchs maintenant, ils ont profité d'une infériorité numérique, d'un carton jaune contre eux, pour élever leur niveau de jeu et pour réussir à sortir de ce piège grenoblois. Donc on aura Brive en top 14, Alex, pour toi c'est normal? Oui, moi je suis très déçu de cette équipe de Grenoble. J'ai l'impression qu'hier ils ont joué la finale un petit peu à 2 à l'heure, un peu facile. On a vu des relances des 22 mètres avec des passes, parfois 3 passes de suite dans les chaussettes, ce qui est quand même beaucoup de déchets techniques. Énormément de déchets techniques. Alors je ne sais pas à quoi l'attribuer, la peur, voilà, il y a plein de facteurs. Brive, ce qui va être compliqué pour Brive évidemment, ça va être de rester en top 14, mais ce qui va être aussi compliqué pour les autres, ce sera d'aller à Brive. Je pense notamment l'hiver où c'est jamais facile de jouer à Brive, c'est toujours très
très très compliqué. C'est rude la Corrèze. Bah oui, forcément. Et non, mais ça va être. Il va nous faire chialer, lui. C'est hostile avec le public, on l'a encore vu Ce sera plus hostile que le Stade des Alpes. Voilà, il y a un public de fou à Brive, à Amédée Domenech, faut le souligner. Quoi. Le public, quand on entend les joueurs, la première chose qu'ils remercient tous, c'est le public parce qu'ils se déplacent partout. Qui a quand même sifflé hier Gaëtan Germain. Oui, bah ça, c'est pas le seul. Mais est-ce qu'il Gaëtan Germain ou plus la peur de pas monter? Je sais pas, mais ça montre quand même qu'il y a une passion. Quoi. Voilà, il y a une passion, elle peut être démesurée, elle peut être parfois un peu. Avec le club qui est au-dessus des joueurs. C'est un truc un peu fou. Quoi. Bon, troisième news, c'est les Saracens. Après Brive, les Saracens qui sont champions, Emeric, d'Angleterre après avoir été champions d'Europe. Ouais, ils sont chiants, 8 trophées en 8 ans, les mecs, bon, bah, à un moment donné, ils sont inarrêtables. Quoi. Non, mais c'est une catastrophe parce qu'ils sont anglais et parce qu'il y a Farrell dedans. Mais incontestablement, c'est la meilleure équipe d'Europe en ce moment. Une finale à 37-34. Non, mais une finale folle. En plus, une finale folle. Un contre truc de Exeter fou. qui avait une revanche suite à la saison passée. Une finale de dingue. Paris, ils avaient perdu en finale. Et il y a eu un chassé-croisé au niveau du score. C'était assez passionnant. Mais voilà, les Saracens, ils sont au-dessus. Ils ont une meilleure gestion. Et c'est une équipe incroyable. Et personnellement, ça me fait chier. Voilà. Je sais pas si j'ai réussi à retransmettre ça, mais voilà, ça me casse. Mais parce qu'en plus, Exeter, c'est une équipe qui domine le championnat, etc. Donc, ils avaient 10 on peut points d'avance. s'attendre à ce qu'ils gagnent, quoi. Exactement. Après, Exeter, ils profitent de leur mauvais parcours en Coupe d'Europe. Ça fait 2-3 ans, 4-5 ans qu'ils n'arrivent pas à passer le cut des poules. Donc ils se consacrent sur le championnat et ils arrivent toujours à être premiers. Mais après, la magie des phases finales opère et c'est souvent les Saracens qui gagnent. Et après, dernière news, après cette victoire des Saracens contre Exeter, on va parler de rugby à 7. On en avait fait un focus, on a reçu Johanna Grisé la semaine dernière. Et là, il y a eu le tournoi de Paris avec la victoire des Fidji. Et bon, voilà, les Français qui, comme vous le voyez, ont perdu en quart de finale contre les Fidji. Les Fidji qui sont titrés. Et après, les Français ont quand même terminé 5e de ce tournoi en battant les Samoans. Lucas, t'étais à Jambouin. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce tournoi-là? Qu'est-ce que t'en as pensé? Ben déjà, j'ai trouvé une ambiance fantastique parce que le stade, il était à 3/4 plein et je trouve ça beau pour les matchs de l'équipe de France. Il y avait vraiment une grosse ferveur derrière eux. Et franchement, ça fait du bien parce que c'est tout l'esprit du rugby qu'on aime, du soleil, de la bonne entente, des joueurs de rugby, du beau jeu, du spectacle, tout ce qu'on veut. Et l'équipe de France qui finit 5e, c'est pas si mal. Ça confirme un peu sa régularité sur ces derniers tournois. Et quand tu tombes sur les Fidji en quart de finale, ils ont réussi à accrocher les Fidji. Parce qu'ils mènent 5-0, ils mènent 5-0 à la mi-temps avec 3 occasions d'essai en première période. Après, voilà, tu tombes sur l'équipe là. Vraiment, elle m'a fait grosse impression. Des Fidji. Ils sont faciles. Tu tombes contre eux, c'est dur de les battre. Qui gagnent le circuit d'ailleurs. Voilà, mais qui gagnent le circuit. Mais ils n'ont pas à rougir, franchement. Et là maintenant, le but c'est le 14 juillet d'aller chercher le tournoi de qualification olympique à Colomiers pour les Jeux de Tokyo en 2020. Eh bien, le classement mondial, Alex, tu commençais à en parler, on va le découvrir avec les Fidji qui gagnent et les Français qui terminent 8e. Emeric, est-ce que pour toi c'est un bon ou un mauvais résultat? Mais c'est génial, c'est la première fois qu'ils sont dans le top 10 depuis des millénaires. Donc c'est vraiment une progression et ça va vraiment développer le 7 en France. En tout cas, je le souhaite parce que c'est du beau rugby. C'est du rugby agréable et c'est très bien de démarrer par le 7 avant de passer au 15 par exemple. Surtout que tu regardes le classement, il y a les Fidji et les USA qui sont 2 nations intouchables. Après, la France accroche toutes les autres nations en dessous. De la Nouvelle-Zélande à l'Australie, la France les a accrochés cette saison au moins une fois. Donc franchement, tu peux viser plus haut pour la saison prochaine. Et depuis Hong Kong, il y a maintenant 3 mois, la France doit être 3e ou 4e de nation mondiale parce qu'on fait 2 fois 2e. C'est ça, on fait 2 fois finale, on fait vraiment un parcours exceptionnel. Non, bravo. Voilà, c'était le mot de la fin. Le mot de la fin de ces news. Bravo à nos bleus, Emeric. On va passer au focus parce qu'il y a eu des petits matchs amicaux sympas du côté de Colombes et du côté de Lyon. Donc on va débriefer ça tout de suite dans le focus. C'est parti. La Rochelle et Lyon se sont qualifiés pour les demi-finales. On commence par la victoire de La Rochelle contre le Racing. Il y a eu victoire 13-19. Alors, Alex, c'est à toi que je pose la question. Comment La Rochelle est allée gagner à Colombes ? Pas sur les armes sur lesquelles moi personnellement j'attendais La Rochelle. On sait que La Rochelle aime bien on va dire produire un jeu offensif avec du mouvement et tout ça. Et en fait sur les 30 premières minutes ils sont appuyés sur une seule chose, c'est une défense acharnée. Ils ont été monstrueux en défense les Rochelais. Et ils ont constamment étouffé le Racing 92. À la 30e, le Racing a 75% de possession et d'occupation, ce qui est énorme. Il y a 0-6, un truc comme ça. Et c'est ça, il y a 6-0 pour La Rochelle. Parce que La Rochelle arrive à chaque fois à bien défendre, à mettre à la
faute les Franciliens, et avec derrière toujours quelque chose qui habitait ces Rochelais, de savoir que cette équipe du Racing 92, elle n'était pas totalement liée, quoi. Il y avait un truc qui pouvait à un moment se détacher, se délier. C'était une cata. Là, t'es trop gentil. C'était une cata. Et d'un coup, elle a implosé, cette équipe du Racing 92, et La Rochelle a pu enfin y aller, et sur un essai extraordinairement beau, amené par Rattez, Doumerou, Retière. Ils ont parfaitement joué le coup, les Rochelais. Ils étaient là. C'est la première fois qu'on les voit jouer. Ils avaient une carte à jouer. Jouer vraiment. Franchement, ils ont parfaitement joué en étant dominés, comme l'a dit Alex, mais en ayant beaucoup de réussite sur la première période, en marquant au bon moment, tout ça. Et au moment où il fallait trouver la faille, l'a trouvé grâce à un Doumerou, un coup de pied exceptionnel. C'est une blague. Sincèrement, Non, mais c'est une énorme blague. Un coup de pied de Doumerou impressionnant sur l'essai de Retière. Notamment aussi, il faut mettre en avant la défense du Racing parce qu'ils sont quand même 4 Rochelais seuls, donc on se demande un peu où ils sont les ciels et blancs. C'est normal, il suffit de se faire percer et tu resserres. Mais non, les Rochelais, ils ont fait le dos rond, ils ont profité des erreurs des Franciliens dans les derniers gestes, notamment ils ont fait beaucoup d'erreurs, un petit déchet technique qui n'a pas aidé. Et voilà, et après La Rochelle, c'est mérité. Fabien, sur ce plateau-là, quand on a fait présentation de ces phases finales, il faut le dire, personne ne voyait La Rochelle gagner. Il y avait Yam qui voyait, mais il n'est pas là aujourd'hui. Alex, désolé, tu n'étais pas là. Henrik était hésitant, mais il n'avait quand même pas dit La Rochelle. Est-ce que toi, tu y croyais à La Rochelle ? Pas forcément, pour être honnête. J'avais pas forcément de favori pour ce match-là, mais en tout cas, quand tu regardes le match se dérouler, tu sens vite que La Rochelle va prendre un ascendant grâce à une défense incroyable, un état d'esprit magnifique. Franchement, c'est beau de voir des types se viander comme ça et défendre d'une telle manière. Et puis la bataille des rucks. Exactement. À un moment donné, c'est là, combien de contre-rucks ils ont fait. C'est ça c'est l'envie. C'est là où tu vois l'envie, c'est là où tu vois le cœur. Et les Rochelais, ils en ont un comme ça. Et en plus, ils savent très bien jouer au ballon. On a beaucoup parlé de la passe d'Entamac pour Tozin contre le Racing Métro en Coupe d'Europe, mais celle de Doumerou pour Rattez, elle est fabuleuse également. Passe main gauche de 20-25 mètres qui place Rattez dans l'espace. Ça, c'est magnifique et on prend beaucoup de plaisir à voir évoluer ce genre d'équipe. Moi, c'est un parcours qui me rappelle un peu celui de Castres la saison dernière, faut le dire. Ils se qualifient à la dernière journée en 6e position. Ils gagnent le barrage à l'extérieur. Maintenant, ils vont jouer l'Ogre Toulousain. Castres, l'an dernier, justement, c'est parfait. Toulouse, La Rochelle. Est-ce que tu penses qu'il y a une possibilité d'aller plus loin, peut-être d'aller Je pense que ou alors Toulouse est intouchable? Non, alors Toulouse est très très fort, mais personne n'est intouchable. Je pense que ça va être dur pour La Rochelle, mais ils ont une dynamique qui peut leur permettre de le faire, sachant que Toulouse n'a pas joué depuis 2 semaines. Et même un peu plus parce que la dernière journée c'était dans les pantoufles. Donc je pense que Toulouse doit faire attention. Mais si Toulouse ne rentre pas rapidement dans son match et tout, La Rochelle peut rejouer le coup. Et franchement, c'est possible. Favori pour vous, Toulouse-La Rochelle? Bien sûr, Toulouse. Bah ouais, sans aucune discussion. J'avais dit pareil pour le Racing. Sans aucune discussion. Toulouse. Il y a peut-être un facteur, alors je ne sais pas si ça joue vraiment, mais ça fait quand même maintenant 2 mois que Toulouse n'a pas fait un match, on va dire, un peu coup près. Et ce match de Champions Cup face au Leinster, mais sinon depuis ça, Toulouse sait que de toute façon ça va être dans les 2 premières places, donc peut-être qu'il y a un manque de compétitivité, je ne parle pas forcément de temps de jeu, mais de compétitivité de très haut niveau. Voilà, c'est peut-être la seule interrogation, mais La Rochelle va de toute façon devoir confisquer le ballon aux Toulousains et ce sera la seule option, je pense. Attention au turnover surtout, parce que Toulouse se nourrit des turnovers et joue à fond là-dessus. Ah mais La Rochelle aussi, La Rochelle aussi, c'est un ça peu aussi, ouais. Deux équipes qui jouent. Moi j'ai l'impression que pour moi on a une demi d'arrière et une demi d'avant. Sans faire offense aux avants Rochelais et Toulousains, parce que tout part de devant, on est d'accord. Mais en enlevant ça, j'ai vraiment l'impression que Toulouse-La Rochelle, j'ai envie de voir du game quoi. Ils nous font bander toute l'année, envoyer du game et je pense que d'accord. Rattez, Retière. Ah ouais, voilà, ça c'est quand même une paire d'ailier. Retière, moi j'ai un sur mon lit là. Ouais, après faut dire Alex que toi t'aimes particulièrement La Rochelle. Ouais. Non mais bien sûr, mais c'est une paire d'ailier difficile Alex, faut le dire. C'est une paire d'ailier quand même qui fait 75-80 kilos, qui était il y a 5 ans totalement hors des standards, qui est aujourd'hui plutôt dans les standards et c'est un petit peu le cas de Toulouse aussi. On enchaîne avec le 2e barrage. Donc c'était Lyon-Montpellier. Lyon s'est qualifié 21-16. Si la logique du classement de fin de saison n'a pas été respectée sur le premier barrage, la logique est respectée sur le 2e, Fabien. Oui, totalement. Avec Lyon qui allait chercher ce match face à une équipe de Montpellier dans une dynamique incroyable, qui s'est qualifiée, comme on le sait tous, au forceps et au mental. Ça montre aussi l'évolution de Lyon quand même, parce que l'année dernière, ils perdaient contre Montpellier.
en demi-finale, il me semble. Ouais, ils ont pris 41 points. Ouais, voilà, c'est ça. Ils avaient été dominés physiquement par la puissance montpelliéraine. Et samedi, ils ont su inverser la tendance. Donc bravo à Lyon, qui est vraiment un club qui progresse aussi de manière linéaire. Ils ont franchi un nouveau cap, les Lyonnais. On le voit, maintenant, c'est clairement l'objectif des demi chaque saison. L'an dernier, ils étaient là pour découvrir. Là, ils veulent gagner. Par contre, sincèrement, c'était un match assez ennuyeux, quoi. Il faut le dire. Faut dire ce qui est. La tactique avait pris le dessus sur le jeu et on a eu des coups de pied dans tous les sens, du jeu d'occupation dans tous les sens. Et franchement, c'était pas hyper spectaculaire, quoi. C'est pour avoir commenté le match, il a fallu combler à beaucoup de moments. Ah, tu voulais caler que tu avais commenté le match. Non, mais il a fait ça. Non, mais moi, je parle jamais de l'arbitrage, mais là, franchement, on est d'accord. Sur ce match-là, ça a été quand même assez moche, notamment sur l'essai refusé à Nagusa pour un passage en touche. Il y a l'arbitre de touche qui est devant Nagusa, mais il s'approche même pas à moins de 30 cm de la touche, Nagusa. Il n'y a jamais touche. Il n'y a pas d'arbitrage vidéo non plus, puisque Jacques Duplessis montre à Alexandre Ruiz l'écran géant, et Alexandre Ruiz l'arbitre lui répond c'est pas vous le capitaine, vous reculez, je regarderai pas l'écran. Voilà. Ça, c'est un gros problème. Et t'as deux doigts de faire nanana. Ouais, mais c'était ça, c'est quand même grave. Parce Alexandre Ruiz, après, il est particulièrement là-dedans. Oui, on sait qu'il aime beaucoup, tout ça. Il aime beaucoup les écrans géants, se voir et ainsi de suite. Mais le deuxième essai du loup aussi. Le deuxième essai du loup, il y a une main dessous. Ou pas, mais c'est très très difficile à faire arbitrage vidéo. Quoi. Y a-t-il une raison de ne pas accorder l'essai, tu vois? Oui, il y a un énorme bras en dessous du ballon. Par contre, sur le premier du loup, il n'y a rien à dire. Barassi fait un cadrage débordement et d'anthologie. C'est l'homme du match. Et c'est sur Immelman, c'est magnifique. Et à noter aussi sur ce match-là l'importance de la conquête dans un match de rugby, particulièrement sur celui-là, parce que Montpellier, qui domine totalement en première mi-temps, notamment en mêlée, où il concasse le pack lyonnais, et Montpellier qui, à la mi-temps, est plutôt pas mal. Et en deuxième période, Lyon revient avec d'autres intentions, rentre dans son match véritablement et termine avec 3 prises en touche sur lancer adverse pour sauver sa victoire. Il attend la 69e minute pour faire rentrer Delhommel Verne Cotter, parce qu'évidemment Bismarck Duplessis c'est un géant, il a un petit peu peur, j'ai l'impression, et le pauvre Yuri Delhommel il rentre et il n'est pas tout seul dans ces 3-4 touches perdues, mais il y a aussi tout l'alignement qui part en éclat, quoi. Et donc la deuxième demi-finale, ce sera Clermont-Loup. Fabien, est-ce que pour toi cette demi-là est un peu plus équilibrée que la première? Moi, je la trouve pas forcément déséquilibrée déjà à Toulouse-La Rochelle. Je crois beaucoup à La Rochelle parce que, comme disait Emeric, ils ont vraiment un profil similaire à Toulouse. Après, Clermont-Lyon, ça va être une belle opposition de style. C'est vrai qu'on adore le jeu de Clermont qui est complet. Ils savent être dominants devant, ils savent jouer à la perfection derrière. Je sais plus lequel de vous a dit Penaud homme de la saison. C'est moi. Penaud, je suis d'accord avec toi. Il y a aussi, je suis d'accord avec toi. Non, voilà, franchement, ça va être un super match. Lyon est quand même très pragmatique. On connaît aussi Clermont qui s'écroule parfois dans les matchs fou près. Bon, ça c'est plutôt historique, même si ces derniers temps avec Azema c'est parti. Ce match il va être colossal, ouais. Et on va découvrir cette pyramide vers le Brennus pour récapituler un peu ces phases finales-là. Il y a déjà eu des confrontations évidemment entre les deux équipes. Est-ce que pour toi, Fabien, quand tu joues, c'est vraiment important les confrontations qu'il y a eu dans la saison, ou alors on oublie tout? Oui, on oublie tout. On refait de la vidéo la semaine en revoyant les forces et faiblesses de l'adversaire. Nous, par exemple, cette année, on a rejoué Dax en quart de finale. On les avait affrontés 2 fois en championnat. Donc c'est l'occasion de remettre au goût du jour notre stratégie. Je pense que ce sera la même chose pour les équipes qui vont se réaffronter. Et certainement tenter une ou deux stratégies, une ou deux combinaisons qu'on a sous le chapeau. Donc, à noter donc, que Toulouse affrontera La Rochelle samedi soir à 21h à Bordeaux, au Matmut Atlantique, et que Clermont affrontera Lyon dimanche à 16h dans le même stade. Eh ben exactement, Lucas. Voilà. Donc on termine le focus sur ce récapitulatif des phases finales. On va pouvoir parler de top 14, mais cette fois-ci des équipes qui ont plutôt déçu. C'est parti pour le débat. Ouais, parce que la liste est longue. Vous n'avez pas tous choisi les mêmes, mais ça pouvait être Pau, Toulon, Paris, le Racing, Bordeaux ou même les équipes reléguées. Même Castres, il y en a beaucoup qui ont déçu surtout leurs supporters, hein, parce que plus que nous, la question c'est de savoir quelle équipe a déçu ses supporters. C'est pas de détruire un club, de se moquer ou quoi que ce soit. C'est juste de savoir quelle équipe a terminé le plus loin possible de ses objectifs. Donc on va commencer par toi, Lucas. Tu vas nous dire quelle équipe t'a le plus déçu cette saison. Attention Lucas. Alors moi, c'est une équipe qui m'a très déçu cette saison et qui me déçoit. Du coup, ça s'enchaîne saison après saison. C'est le Racing 92. Parce que c'est une équipe qui vise le titre
que ce soit en Coupe d'Europe ou en Top 14, chaque année depuis maintenant plus 5 ou 6 saisons, on va dire, même un peu plus, et qui n'y arrivent pas, quoi. Franchement, je trouve ça, de faire des saisons blanches sur saisons blanches comme ça, je trouve que c'est décevant pour une équipe de ce niveau qui a des moyens comme ça, avec un stade tout neuf, avec des joueurs d'exception. Il y a des recrutements de folie. Cette année, il y a eu Vola, Russell, Zebo, Sanconi, Bird. Tu vois, les mecs qui arrivent, tu te dis, c'est bon, là, cette année, c'est la bonne. Et chaque saison, tu te rends compte que finalement, il y a un problème d'effectif avec un manque soit de rotation, soit de profondeur, qui empêche le Racing d'y arriver. Ce serait quand même triste qu'ils aient un manque de profondeur quand même. Ouais, Enfin, je veux dire, ils ont un effectif qui est dingue. Alex, tu as aussi choisi le Racing, il faut le dire, avant de passer au débat avec Et c'est le Fabien. club que je suis en plus toute l'année, le Racing 92, donc j'ai eu le temps de les voir cette année. Mais comment ne pas être déçu, quoi. Enfin, alors, ils ont quand même perdu en quart de finale de Champions Cup à domicile par le Stade Toulousain. C'est quand même, C'était leur objectif. c'est quand même dingue. C'est-à-dire que cette année, tous les matchs couperets, ils les ont perdus. Il y en a pas un qu'ils ont gagné. Et tout est parti en fait d'une phrase assez dingue. On sait que Laurent Travers et Laurent Labitte, ils verrouillent toute leur communication. Hein. C'est très bien rodé au Racing 92. Mais une fois, Laurent Travers dit le top 14, c'est un marathon. La Champions Cup, c'est un sprint. Et parfois, il faut aller vite. Voilà. Donc, en fait, en disant ça, il a commencé à séparer les deux compétitions. Et tout le monde, en fait, au Racing, s'est mis sur la Coupe d'Europe. Mais il ne pensait qu'à ça. À la Coupe d'Europe, la Coupe d'Europe, la Coupe d'Europe. Ce qui fait que du coup, en février, ils étaient 7e de top 14. Ils avaient déjà perdu face à Lyon, face à Clermont, à domicile. À domicile, déjà, c'était Contre vraiment Toulouse moche. aussi. Contre Toulouse, effectivement. Et ça avait été très chaud face à Grenoble, face à Pau aussi. Voilà, il y a eu des matchs très, très difficiles. Et ils arrivent en Coupe d'Europe, en Champions Cup, en quart de finale de Champions Cup. Ils se font battre par le Stade Toulousain. Et là, tout vole en éclats. Bah, les gars. Et là, c'est le début de la fin, quoi, du côté du Racing 92. Aymeric. Non, mais on va pas mettre toute la saison du Racing sur un point. Ils ont perdu d'1 point, les mecs. Et ils ont perdu contre Toulouse, qui était largement leader du top 14. Ils sont pas perdus contre l'USAP. Tu vois. Non, mais ils ont pas réussi à se renvoler, quoi. C'est une Je défaite respecte, qui mentalement te fait mal et t'emmène dans une mauvaise dynamique par la suite. Si, forcément. Et tu regardes derrière, on les juge que sur ce quart. Là, je vous entends, c'est que le quart. Non, les mecs, Non, il y a parce pas qu'il ça. s'est passé après le quart. Ils n'ont pas été capables de ce se qui s'est relever. passé avant et après. C'est pas la même équipe. Déjà par rapport à ce quart-là, parce qu'avant, le Racing, ça démarre la saison avec une victoire à Toulon. Ce qu'il faut souligner quand même, c'est pas n'importe quoi. Mais il y a des matchs énormes. Mais un match énorme. Et il y a des matchs énormes. À Noël, tu mets 60 points à Perpignan. Même si Perpignan a été faible, pas tout le monde a mis 60 points à Perpignan. Par contre, Toulouse et La Rochelle, quoi, quand tes joueurs ont commencé à manquer un peu de rythme et à se fatiguer, tu as eu un turnover qui n'a pas été bon et tu as eu des blessés, comme par exemple à l'ouverture, et tu as eu personne pour remplacer ces blessés-là. Et tu fais pas confiance aux jeunes. Tu essayes d'aller chercher un joker, une star absolument n'importe où, que ce soit le Trinduc, Plisson, Carter qui revient. à Dan Carter. Dan Carter qui Qui est revient. revenu, finalement pas revenu pour un problème cervical. Alors que tu as 2 jeunes dans le club, tu as Tarossi et tu as Lagarde, et tu les fais pas jouer, tu leur fais pas confiance. Donc il y a peut-être un problème là-dessus aussi. C'est est-ce que tu veux pas faire jouer tes jeunes plutôt qu'aller chercher des stars dans tous les cas. Moi, je pense qu'il y a eu un protocole commotion là-bas, parce que tu as comparé quand même Carter, Plisson et Trinduc. Non, au niveau de l'aura, je peux comprendre que Trinduc et Plisson, c'est des Avant grands de joueurs en continuer le France. débat, on va découvrir chacun quand même vos équipes qui vous ont plus déçus. Fabien, à toi l'honneur, tu peux y aller. Moi, c'est la section paloise sans hésiter. Honnêtement, Pau, qui se rappelle leur saison? Ils ont fait vibrer qui? Est-ce qu'ils ont fait vibrer? Même je suis pas déçu en fait, parce que je m'y attendais. Ouais, mais ça fait 4-5 ans qu'ils sont en top 14, 4-5 ans qu'ils se disent allez, le top 6 c'est maintenant, mais à chaque année ils sont super loin, il se passe rien comme tu dis. On se rappelle de quoi de Pau aujourd'hui, de l'essai de folie qu'ils ont mis contre le Racing Métro il y a 2-3 journées. Si, leur stade est beau, vraiment. Voilà, leur stade est beau, il y a eu une belle finale de Pro D2 là-bas. Il en manque une tribune, c'est pas fermé. Le stade est très beau, il y a des jolis champs, c'est un beau public, mais voilà. Non, Pau, honnêtement, vraiment, c'est pas méchant. C'est l'équipe plate du top 14. Ils gagnent un match sur 3. Pourquoi pas? Ils se réveillent quand ils ont vraiment le feu aux fesses, que Grenoble ou Agen commencent à les grappiller. Ils se réveillent, ils gagnent une grosse équipe à domicile, inexistant à l'extérieur. Très peu de résultats, très peu d'envolées. Et pourtant, tu as des individualités fortes, parce que tu as un mec comme Stéphane Hermitage. Mais qui sont brimés, en fait. Voilà. Tu as un mec comme Stéphane Hermitage, tu as un mec comme Thibaut Daubagna, Colin Slade, c'est pas n'importe qui non plus. D'accord, il fait pas des saisons sur saison. Simon Manick, on l'a vu en photo, est-ce que c'est le coach qui vous a le plus déçu, par exemple?
On en avait parlé ici déjà, et en disant que Simon Mannix, c'était le moment de changer quelque chose, soit le coach, soit sa méthode. Et je pense que déjà de l'avoir enlevé lui, ça a été une bonne chose, même si par la suite tu prends 70 pions à La Rochelle. Les coachs, c'est des cycles. Tu arrives avec un message, à un moment donné, tu t'amènes un groupe, et lui, c'est ce qu'on avait dit. Je pense qu'il arrive en fin de cycle, il fallait le changer. C'est pas que c'est un mauvais gars. C'est juste qu'il arrive en fin de cycle à un moment donné et il faut un nouveau message. Moi j'étais vraiment de cet avis-là qu'il fallait à un moment changer quelque chose, et notamment Simon Mannix, mais en fait depuis qu'il est parti, tous les joueurs parlent que de lui. Non mais c'est quand même, il manque vraiment à la section paloise. C'est-à-dire que tu l'as pas vraiment remplacé. Non mais c'est ça. Et je pense qu'en fait, cette fin de saison, si elle est autant horrible, c'est parce qu'en fait tout le monde pense encore à Simon Mannix. Il est parti, c'était quand même celui qui portait le projet. Donc il leur manque une tête de gondole. C'est ça. Et je suis pas sûr que Nicolas Godignon et Frédéric Manca, des très bons entraîneurs, mais t'as pas l'entraîneur qui a remplacé Simon Mannix, quoi. Non, il manque un manager. Tu vires ton manager, tu prends 2 mecs pour rafistoler ça jusqu'à la fin de la saison. Maintenant, il faut voir qui cet été ils vont recruter pour mettre en tête d'affiche. Donc on a le Racing pour Alex, le Racing pour Lucas, Pau pour Fabien. Emeric, quelle est ton équipe qui t'a le plus déçu? Et là, attention. Moi j'ai envie de dire le RCT. Voilà. Ça baisse les yeux. Je dis ça, j'ai 2 Toulonnais en face de moi, j'ai pas peur les gars. Oui, okay, parce que Fabien a grandi dans la région, dans le Var. À un moment donné, les stats c'est quand même 9ème de la saison régulière, voilà. Toulon 9ème, non les gars, non, c'est de la merde. Tout à l'heure, tu vois, pour vous, le Racing a fait une sale saison. Mais on parle de Toulon en Europe et on parle de Toulon en barrage. Non, on n'en parle pas parce qu'en Europe, inexistant, ils ont gagné 2 matchs. Battu par Newcastle, relégué en 2e division. Non, mais c'est une catastrophe. Et ils ont excuse-moi, ils démarrent la saison, ils se prennent 25-9. Le début de saison, c'est magnifique quand même. Ils perdent contre Pau, ils perdent contre le Racing et ils prennent une branlée au Stade Français. Voilà, bon début de saison. Le truc, c'est que contrairement aux autres clubs qu'on a cités, Toulon, il y a un motif d'espoir. Il y a même plusieurs motifs d'espoir. Le premier, c'est tous les jeunes. Non, ouais, mais alors, du coup, il va y avoir l'effet Colazo à un moment. Voilà, c'est en train de tous les jeunes qui ont été lancés pour montrer quelque chose, parce qu'on les a vus cette saison, les jeunes. Et il y a la fin de saison où tu vois vraiment que Toulon a eu une renaissance avec cette victoire à Castres. Et c'est pour ça que je te dis que pour moi, c'est la plus grande déception. Parce que tu vois qu'ils ont du ballon. Quand ils vont gagner à Castres, c'est une belle équipe, tu vois. Ils n'ont plus rien à jouer, c'est une belle équipe. Et à un moment donné, c'est ça qui rend fou. Les mecs, ils ont quand même, ils ont des 10 internationaux. Excuse-moi, mais il a beau être jeune, Bello, il est quand même super bon. Trinduc, même s'ils l'ont basculé en 12 et qu'il était énorme en 12, mais bon, ça, tout le monde en a rien à foutre. Et à un moment donné, il était bon, mais il a fallu attendre le milieu de saison. Et après, voilà, il y a tout qui n'allait pas. Le recrutement qui marche pas, ça arrive. Mais à un moment donné, tu prends Webb, tu prends Savea, tu mets une barre sur Savea, on en a déjà parlé, on va pas en faire des caisses. Bon tu t'attends à ce qu'il soit énorme. Je pense clairement que quand t'as Colazo, tu vois, tu lui mets pas des millions de Fidjiens, des millions de. Lui, c'est un mec qui parle pas aux gens. Tu lui mets pas des fêtards, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais justement, il lui fallait le temps de se mettre en place. Sur la deuxième partie de saison, sur la deuxième partie de saison, Toulon est beaucoup mieux. Mauvaise, hein. C'est pas une saison si décevante que ça. Le club Clermont a fini. Clermont et Toulouse, ils ont eu des années de transition bien plus mauvaises que ça. Et puis Toulon. Alors, contrairement à d'autres clubs, vraiment, je le répète, mais tu vois Bordeaux, tu te dis qu'est-ce qui va se passer par la suite. Tu vois Pau, tu te dis mais qu'est-ce qui va se passer aussi. Toulon, tu sais ce qui va se passer parce qu'avec les jeunes déjà en place, les prolongations de contrat, il y en a eu une dizaine de jeunes de recrutement et tu parles de quoi? Et les jeunes joueurs qui vont arriver, franchement, tu dis mais Toulon, ça va être une machine de guerre la saison prochaine. Super machine de guerre. Alors que d'autres équipes, non. C'est une machine de guerre à 30 millions, c'est normal. À un moment donné, c'est normal que ce soit une machine de guerre. C'est le Bordeaux, ça met combien sur la place? Ça met combien Bordeaux? Et c'est où? C'est derrière nous. Parce que Bordeaux, pour recruter Radradra, c'est pas avec des cacahuètes qui vont amener. Sauf que Bordeaux, c'est pas le 4e budget. Oui, non, mais c'est pas très loin non plus. Ils sont pas à 30 bars. Stade Français Paris, alors, dans ce cas-là. Et c'est aussi. Mais je l'ai mis de côté. Tu vois, le Stade Français comme Toulon, c'est des clubs qui ont vécu des années de transition avec un changement d'entraîneur. Moi, ce que je pense de Toulon, c'est que la patte Colazo, elle est vraiment en train de se mettre en place. On parle de la victoire à Castres, il y a 11 minots du centre de formation sur la feuille de match. Il y a un vrai centre de formation. C'est littéralement hallucinant. Et honnêtement, je pense, pour connaître Gabin Villiers, qui a signé de Rouen à Toulon, il a dit, moi j'ai choisi Toulon parce que oui, il y a des stars, mais elles sont à des postes clés. Et sinon, maintenant, il veut faire confiance aux jeunes. Il veut que le ballon il vive. Colazo, ce qu'il a fait avec La Rochelle, ses entraînements, c'est que du break, et on joue dans la défense. Et c'est ce qu'on va retrouver à Toulon. Et je pense qu'en plus, Patrice Colazo est de Toulon. Donc il a cette âme qui est la nôtre, qui est le combat et le jeu d'avant quand même, malgré tout. Et je pense que cet amalgame, il va prendre et que Toulon va être féroce et colossal. C'est beau, ça m'arrive pas tous les jours, mais je bois ces paroles. Je suis vraiment totalement d'accord avec des Toulonnais, ce qui est quand même pas... Non mais je suis vraiment confiant pour eux. Mais alors, moi je le souhaite. Vraiment.
Mais Vraiment. l'année prochaine, si ça prend pas, on va rigoler avec votre année de transition. Mais One Challenge Cup a joué. Mais Colazo sera plus là non plus si ça prend pas. La Challenge Cup, ça va être les doigts dans le nez, comme la SM. Non mais vraiment, faut le dire, parce que même si tu mets une équipe un peu remaniée, quand tu vas aller jouer en Sibérie ou au Portugal, ça devrait le faire facile. Oui. Après, c'est sûr que Colas qui va la jouer. Colazo, il va les motiver dans les deux compétitions, mais ils vont avoir le top 14 en ligne de mire, vraiment. Là, sur cette saison, dire que t'es pas déçu, c'est pas possible. T'es déçu, fais le nœud tous les je pense que les supporters de Toulon, tu mets un supporter de Toulon et un de Castres ou de Bordeaux ou de Pau, de Paris, du Racing ou de Paris à côté. Je pense que le supporter de Toulon, c'est celui qui s'en sort le mieux des 6. Mais parce qu'il est habitué, ça y est, il est habitué. Non, il est pas habitué, arrête. Il est en quelle année fini Non, le mec de Castres, il y croit jusqu'au bout. Le mec de Toulon, en décembre, il sait que la saison est morte. Mais il a eu un motif d'espoir. Mais quand on va gagner à Édimbourg, Toulon, ils sont allés gagner à Édimbourg la dernière journée de Coupe d'Europe, on l'a oublié, mais c'était leur première victoire à l'extérieur de la saison. Il avait fait jouer des jeunes comme Deveau, moi je me rappelle de Deveau. C'est énorme. Ils sont allés gagner à Toulon, à Édimbourg, ça a été leur acte fondateur. Ça te permet derrière d'enchaîner à Perpignan et là d'enchaîner avec Castres, et puis de battre Toulouse à domicile. Franchement, tu as des résultats sur la fin de partie de saison qui sont vraiment encourageants. Alors que le Racing, tu regardes le Racing, la fin de partie de saison, ça va pas. Point. Ça va pas. Non, parce que le Racing, le début de saison, ça va. Et quand tu bascules à partir de janvier, ça va plus, les mecs sont perdus. Et franchement, tu vois Lorenzetti, il y a une déclat qui m'a marqué, c'est on est la seule équipe du top 14 à s'être qualifiée 10 fois de suite. Tu t'es qualifié 10 fois de suite, c'est beau. Par contre, sur 10 fois de suite, t'as eu un trophée. Dirait Jean-Michel Aulas. Non, mais t'as eu un trophée. T'imagines le pourcentage comme il est faible, que ce soit Coupe d'Europe ou Top 14, il y a un bon moyen de savoir si un club va bien ou pas, c'est l'ambiance qui règne et ce que le président pense de son club. Ah bah là, on est après bien, là. la défaite du Racing en barrage, Jackie Lorenzetti a dit vaut mieux 23 bons joueurs qui jouent ensemble que 23 stars qui jouent chacun de leur côté. Je constate que la paire Iribaren-Russell du début de saison a été plus performante que la paire Machno-Russell du printemps. Imhoff hors du groupe. Bon, c'était un choix aussi. Qu'est-ce que tu en penses de cette citation-là? Celle-là, elle m'a fait la journée. J'ai explosé de rire en lisant ça. C'est extraordinaire, ça. Vous vous rendez compte quand même de cette citation? Alors, il y a plein de choses. Déjà, Imhoff, c'est le joueur qui avait le plus joué avec le Racing 92. Effectivement, il ne joue pas un des meilleurs marqueurs du top 14. Ce barrage. Il est Pourquoi? On va dire choix du staff, très bien. On fait jouer Dominique Bird en deuxième ligne, Nakarawa sur le banc, alors que d'ailleurs la rentrée de Nakarawa, elle change toute l'équipe. Pareil, choix du staff. Et il y a un moment où Jackie Lorenzetti, président du Racing 92, il signe jusqu'en 2022 Laurent Travers, Laurent Labitte. Il y a un problème entre les deux. Voilà, ça a été très compliqué cette saison. C'est encore un peu chaud d'ailleurs entre les deux. Laurent Labitte va vers l'équipe de France, Laurent Travers reste. Et là, tu donnes les pleins pouvoirs à Laurent Travers. Soit, pourquoi pas. Ah, c'est ce qui s'est passé au Racing, ils ont arrêté de fonctionner en véritable duo, il a eu les pleins pouvoirs. Mais c'était en fait déjà un peu le cas, le décisionnel, c'était déjà quand même pas mal Laurent Travers, même si Laurent Labitte avait un peu la caution jeu. Voilà, c'était un peu différent là-dessus. Mais maintenant, Jackie Lorenzetti a donné les pleins pouvoirs à Laurent Travers en tant que directeur du rugby un peu. Ça va être le super manager du Racing 92 dans un staff où il y a 72 personnes. Et là, en fait, tu détruis le pari que tu viens de faire. C'est-à-dire que il nomme Laurent Travers directeur du rugby, et derrière il dit « Je comprends pas les choix de Laurent Travers ». C'est exactement ce qu'il dit là. Je comprends pas pourquoi on fait jouer Machno avec Russell, je comprends pas pourquoi Imhoff est pas sur le terrain. Mais c'est quoi ça? Mais surtout, est-ce que c'est l'équipe? Pourquoi est-ce que c'est le club et l'équipe où la tension a été la plus forte en fin de saison? Mais c'était très chaud dans ce. Puis le coup du 15 de France, ça n'a pas aidé aussi à resserrer le groupe, je pense, parce que quand ton entraîneur il a annoncé partant depuis un moment, je pense que ça aide pas forcément. Mais ça a été le cas aussi pour d'autres équipes. Oui, mais comme Lyon, c'était pas le manager, c'était un des entraîneurs, un mec du staff. Là, c'est l'entraîneur adjoint, tu vois, ils sont deux. Et puis, je pense qu'aussi qui avait quand même qui avait 13 ans de 13-14 ans ensemble, quoi. Voilà. Et puis je pense qu'ils se sont vus un peu beaux aussi. On a l'exemple tout bête avec le stade et le fait qu'il livre son stade à Mylène Farmer alors qu'il y a moyen que tu joues un barrage à domicile. Ouais, est-ce que c'est pas un aveu de super puissance? C'est l'argent. Oui, c'est l'argent. Oui, les joueurs étaient contents de jouer à Colombes. Mais ça change forcément parce que tes joueurs, qu'est-ce que ça change pour toi? Ils jouent toute une saison dans un stade fermé, sans vent, sans conditions, sur de la pelouse, sur de la fausse pelouse. Et quand tu as un match à coup près, tu joues avec le vent, avec la pluie, avec les conditions, le froid et sur une vraie pelouse. Plus la saison arrivait à son terme, plus le Racing a perdu carrément tous ses repères, dont effectivement ce stade. Et cette sortie de Lorenzetti, elle est terrible. Elle met, et en gros, si on peut
simplifier le truc, c'est je fais n'importe quoi. Voilà, c'est ce qu'il dit. Je fais n'importe quoi. Moi, ce constat, il me paraît d'autant plus hallucinant, c'est qu'il y a 10 ans, il me semble, au moins, ils perdent la finale d'accession en top 14 contre Mont-de-Marsan. Exactement. Contre Mont-de-Marsan. Ouais. Et déjà, à l'époque, les 23 bons joueurs, ils étaient du côté de Mont-de-Marsan, les 23 copains. Et les 23 stars, c'est déjà du côté du Racing Métro. Bien sûr. Et ce constat, il est récurrent du côté du Racing. C'est le seul club que je connaisse où le blason, il n'est pas sur le cœur ou au niveau de la poitrine. Il y a Agen aussi. Voilà, ah ouais. Ah bah, purée, franchement, je suis dégoûté par ça, moi. Et puis, moi, je pense que ça se retranscrit après par la suite quand t'es joueur ou quand t'es un fan de ce club. Bon, voilà les gars, on va terminer ce débat-là. Vous avez chacun choisi un club. Est-ce que vraiment en 15 secondes, après on va passer au quiz, est-ce que vous pouvez me donner une équipe qu'on n'a pas citée forcément et qui vous a particulièrement déçu, Aymeric, sans réagir à chacun? Moi je vais dire Castres parce que c'est le champion de France, mais un champion de France avec un jeu cohérent. Tout le monde critique le jeu de Castres, moi je le trouve extrêmement cohérent et très intelligent et j'adore Urios, mais extrêmement déçu à partir du moment où tu es champion de France et que tu n'es pas dans les barrages, c'est un échec. Alex? C'est le Stade Français Paris. Stade Français Paris, c'était le club familial parce que c'est beaucoup de bénévoles, c'est un club très familial. C'est devenu une sorte d'entreprise où on vire à tout va. Rien à faire des années passées au club. Le Stade Français Paris n'est plus du tout le club qui a fait tant rêver la France. Dutch Qualitat. Ouais, voilà, non mais c'est terrible. Lucas? C'est la mort d'un club. L'Union Bordeaux-Bègles. On est tous déçus. Hein. Ah ouais, non mais c'est une vraie déception. Il y a Chaque combien saison, de l'Union déceptions Bordeaux-Bègles, ça joue le top 6, ça affiche ses ambitions, ça fait un recrutement XXL chaque fois. Et puis quand tu vois que ça finit 10e, c'est scandaleux. Parce qu'avec un recrutement pareil, des moyens pareils, c'est un club qui ne doit pas se permettre de finir 10e et qui devrait être dans le top 6, mais il manque quelque chose. Fabien, tu as le droit évidemment de citer une des trois équipes. Je vais rebondir sur Bordeaux-Bègles, je suis totalement d'accord avec ça. C'est une équipe dont on n'attend plus. Et par contre, le motif d'espoir, c'est l'arrivée de Christophe Furios, qui est un véritable bâtisseur. Ouais. Donc voilà, c'est terminé pour ce débat. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, vous, quelle équipe vous a le plus déçu et donc savoir quel membre du bureau ovale vous a convaincu. Voilà. C'est l'heure de passer à la dernière partie de l'émission, à la 3e mi-temps, au quiz. C'est parti. Donc Fabien, pas besoin de t'expliquer les règles, je sais que tu les connais, donc je sais que tu sais que t'es avec Lucas. Alors là, le VAR les gars, je vous explique pas le VAR là. Hein. Et donc de l'autre côté, Alex, tu seras évidemment comme ça, avec Aymeric, tu le sais. Premier jeu, je pose une question, il n'y a pas de barco, pas d'image, vous avez juste à m'écouter. Et donc celui qui répond le plus rapidement aura le premier point. Quelle équipe a 3 joueurs dans le top 10 des meilleurs marqueurs d'essai? Racing. Ouais. Ah putain. C'est pour Lucas. Vakatawa, Imhoff, Bravo. Debo. Lui il est Non, capable de ce les n'est- citer. Voilà, vas-y, dis-les, t'as pas le point, je mais les avais, dis-les. moi aussi. Vakatawa, Ils Imhoff, vont Debo. apparaître. Hein. Moi aussi, je les avais. Hein. Sinon, je les aurais. Vakatawa, Zebo, Imhoff, voilà, pour dire Ah, à quel point on peut putain, être aussi je l'avais. déçu du Bah, je Racing. crois que Ils je l'avais avaient aussi, une ouais. attaque de feu incroyable. J'ai manqué de rapidité. Mais d'accord, j'avais- est-ce qu'il a. On s'en fout qu'il finisse sa question. on s'en fout. D'accord. Non, mais parce que- complètement. on est d'accord, dans le VAR, on respecte pas les règles. Voilà, Les règles, on bien verra sûr. plus tard. C'est le jeu d'avant. Nous, on cherche pas à comprendre. en France. Deuxième question, 1-0 du coup pour les Varois. Mais du coup, voilà. Fabien, tu n'as pas le droit de répondre à cette D'accord. question-là parce que tu fais partie des réponses potentielles, mais ça ne change rien. Vous aurez qu'une seule réponse. Je m'élimine possible. aussi alors. Voilà, vous Parce que discutez c'est un et jeu vous ne dites sinon. pas de réponse. Tu t'élimines là Je Qui, m'élimine pour l'équité. alors Ok. on m'écoute, qui n'a jamais été engagé comme joker médical? Fabien Doré, Olé Avei, Luc McAllister ou Tala Legré? Lucas, tu dis quoi? Moi, je dirais Gré. De votre côté, vous dites quoi? Luc McAllister. Non, Clermont l'année dernière. Ah oui, t'as. Point pour Lucas. Ouais. Effectivement, qui est allé à Clermont. Bravo. C'est donc Tala Legré qui C'est n'est vrai. pas allé, qui n'a pas été engagé comme joker médical. Toi, t'avais été engagé comme joker médical. À Albi. Ah, Je pense que j'aurais voilà. pu J'ai passé 6 mois Ouais, au D2. McAllister, j'avoue. Donc voilà, donc ça fait 2-0 pour les Varois. On passe au deuxième jeu, qui est un jeu que vous Ça va pas du connaissez. tout, là. C'est les qui est, les pas visages grave, faut gagner sont juste la cachés dernière. et vous devez. Il n'y a pas Yam aujourd'hui en plus. Ouais. C'est son jeu favori, ça. Oui, c'est son jeu favori, effectivement, Ayam. On peut y aller pour le premier qui est. Yakuba Kamara. Non, Cunavor. non. C'est un joueur qui n'est plus aujourd'hui dans le top 14 et qui a été un marqueur d'essai, un Dukodjo. des meilleurs non. marqueurs d'essai. Dukodjo. Non. Il a un prénom qui commence par un Y. Yannick Nyanga. Non. C'est un arrière. Oui.
On ne pense pas forcément à lui, je l'ai mis, mais c'est Yves Dongui. Yves Dongui. bravo. Eh oui, Yves Allez, Dongui là. qui était un marqueur C'est d'essai bon, ça. incroyable et qu'on a tendance à oublier. Le C'est vrai Yves. quand on parle du Stade Il avait l'air Toulousain, sympa etc. en plus sur la. Ouais, il avait l'air c'était cool. sympa. Je veux dire C'est que cool. quand il t'arrive devant, je comprends, tu le laisses un peu, tu rates un peu ton plaquage. c'est vrai que c'est un vrai- c'est un t'as sacré pas fait joueur, hein. exprès. On m'a dit de le prendre de côté. Un beau joueur. Voilà. Donc, Ah, mais voilà. on m'a appelé en tribune. Il y avait la bière qui m'attendait. Ça fait 2-1, donc point pour Ok, la team, ok. la team Alex. Non. Ce Non, n'est pas Trinduc. Bah non. c'est Lyon. Non, c'est pas Wisniewski non, non. Maillot actuel, Wisniewski, non? ce n'est pas Wisniewski. Joueur actuel, du coup, des lignes arrière. Des Et qui est butin, arrière. regarde. Regard. Butin, Ah ouais. bravo. Allez. Ça fait 2-2. Allez, Petite allez, allez. égalisation, bravo, On est là. ça revient en score. Jean-Marcelin Butin. On va voir qui prend le Jean-Marcelin. lead sur ses qui est avec le troisième qui est. Chalmers. Hugh Oh Chalmers. là là, il est bon. Putain. Cette gueule. Et ouais, bravo Hugh Chalmers qui a été un On a des sauvé grands Oder, joueurs ça de leur l'Union était pas bien. Bordeaux-Bègles d'ailleurs, qui a ensuite été parti en Pro D2 à Nevers. Vannes. Vannes, Il joue pardon. toujours, hein, il joue Oui, toujours. à Vannes. Il joue toujours et il était titulaire indiscutable. Ouais, il a énormément joué cette saison. À Vannes. Donc ça fait 3-2 pour nos amis varois, bravo. On va donc terminer ce quiz avec deux qui suis-je. Ok. Pas terminé. Je suis né en 1988. Je suis sur le terrain des barrages. J'étais sur le terrain des barrages ce week-end du top 14. Globalement, je n'ai jamais reçu, mais ça c'est mon avis, la reconnaissance que je méritais. Teddy Thomas. Il a quand même eu pas mal de reconnaissance, c'est peut-être plus qu'il ne devait. J'ai le même club formateur que Cameron Woki. Mais je n'ai pas commencé dans le même club pro que lui. J'ai commencé dans le même club Oh, pro c'est pas très clair. qu'Elias El Ansari. Wisniewski. Non. Je suis prometteur quand je commence ma carrière et mes sélections chez les U20 sont méritées. Après mon premier club pro, je file à Bourgoin et je tente une saison chez les London Welsh. Je répète que je jouais ce week-end. Il a joué ce West. week-end. Non. Il a joué à Bourgoin. Oui, bah il peut, hein. Je reviens en France en 2013 et je deviens un indiscutable du côté d'Agen. Waouh. Cette saison, j'étais sous les ordres de Greg Pata à La Rochelle. Je suis pilier. Prison. Arthur Joly. Arthur Joly, bravo Alex. Joli. Formé à Massy. Oh, le Rochelet, Formé à t'as du temps. Massy, ouais, J'avais il du était temps. à Fort ouais, t'as Combo, sorti un autre. Massy, Ah, je sais pas qui était Stade formé à Massy. français. C'est ça qui m'a piégé, Et moi. ouais, et ouais. Formation massicoise une Là, c'est nouvelle le joueur fois. d'après, je pense. Ouais. Tiens, ouais. Voilà, ouais, c'est le joueur, c'est le joueur Aurélien d'après. Aïe, je l'ai. C'est Charlie Gataï. Ah non, la Oui, déception, on allait gagner. C'est de ma Mais quoi faute, je dois le dire, c'est c'est- de ma faute. Du coup, on est C'est de ma égalité. faute. Du coup, vous êtes égalité, Allez. mais vous savez quoi, comment on a gagné la Eh, ils vont Avec trouver la un autre. dernière vaut Ils vont 14 trouver points. non, ils vont trouver un trouver, dernier. il va Le Rochelet, il a mis du temps sur Joly quand même. hein. Mais non, mais parce que formé à Massy, Eh oui, c'est et je ça me qui je me t'a- souvenais pas. Tu es parti au London Welsh. Putain, ça, moi, j'avais oublié. Ouais, j'avais oublié qu'il avait joué en Angleterre. Surtout, j'avais oublié le London Welsh, je crois. Ouais. Ouais, les Welsh. Ouais. C'est vieux, les Welsh. hein. Non, mais j'ai un excellent longtemps cru plat. que c'était. C'était Ne un vous joueur, inquiétez et- pas, je vais faire Les- un les meilleur. rois, ils savent. Évidemment, il y a 3-3, donc Ah ouais, c'est Ah ouais, on on va peut pas rester bien là-dessus. hein. évidemment chercher Ah, on peut pas, on peut pas. à savoir qui va gagner ce quiz-là. Joli. Alors, Ouais, bravo. Possible. je suis né en 1990. Putain. J'ai 29 ans. Merci, Joseph. Merci. Bon, alors ça, Yes. j'ai fait 3 clubs de top 14. Le premier, le Stade Toulousain. Le deuxième, le Castres Olympique. Et désormais, Lamora. Rémi Lamora. Il est là, Eh, le bravo, premier. Rémi Lamora. Alors, Oh, la Bravo, et donc voilà la déception. photo d'Arthur Joly. donc on fait un quatrième pour avoir la caméra. Rémi Lamora en forme. Voilà, qui est un beau Rémi Lamora qui n'a plus Voilà. beaucoup de cheveux. Mais voilà, donc. Et qui donc, connaîtra un 4e club à l'UBB. Exactement. Voilà, exactement, qui a signé à l'UBB. Voilà, on termine sur cette belle victoire Du Var. des Varois. Bravo. Ah, ils bravo. n'ont rien gagné de la saison, faut bien leur laisser ça. Ah. Merci Fabien, merci à vous. d'être venu. C'est vachement cool. Tu as un podcast Oui. que tu fais très souvent. Est-ce que tu peux nous en parler Exactement. rapidement Donc, j'ai créé l'été dernier un podcast, c'est une émission de radio téléchargeable qui s'appelle Joue au rugby minot. Et j'interviewe des copains et des joueurs professionnels sur leur passion du rugby.
et notamment des joueurs de la génération 90 dont je suis issu. C'est pour ça que j'ai trouvé l'Amora rapidement. Et donc je vous invite à retrouver mon podcast sur Facebook et Instagram en tapant Joue au rugby Minot. Voilà. Et qui est aussi sur Apple en Exactement, podcast. Apple podcast. C'est comme ça que je l'avais écouté. Merci Alex d'être venu avec parmi plaisir. nous. Tu es la première, je reviens aujourd'hui, La Rochelle est toujours là. Espérons que c'est pas la dernière. Mais tu reviendras évidemment. Merci Lucas, merci Aymeric, merci à vous, Merci, les gars. chers suiveurs de Merci Bureau à vous. Oval. Et comme vous le savez, on se retrouvera la semaine prochaine pour continuer à parler de l'actu du rugby. Bonne semaine. C'est sympa, ouais, c'est sympa. Ah, j'adore. Ils sont debout depuis 6 heures. Ah ouais.